Amnesty, on a toujours considéré que les États n'étaient pas souvent en matière de droits humains, et qu'on tenait de l'appartenance à la famille humaine, pour reprendre une terminologie qui est produite par la Déclaration universelle, la capacité à s'intéresser au-delà de son pays et au-delà des frontières à ce qui se passait au point de vue des droits humains dans les différents États. Je veux dire, les crimes d'honneur, c'est aussi un produit de la société. Est-ce que ça se combat, est-ce que ça se combat pas? Je vais revenir sur la question d'efficacité, mais est-ce qu'on peut en faire un axe de la défense des droits humains? Et la liberté religieuse, c'est un produit de la société. Donc quand on pose des questions comme vous les posez, les implications que ça suppose me paraissent redoutables, et je ne suis pas sûr que, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'avec l'argumentaire que vous utilisez, on pourrait, moi je serais en Arabie Saoudite, je vous dis, voilà, après tout, c'est notre religion, c'est là qu'Islam est né, qu'est-ce que vous voulez nous en dire? Tous les droits qui figurent dans cette déclaration universelle me semblent en eux-mêmes intéressants. Je suis pour le droit au repos, le droit au travail, le droit à l'amour, le droit à la famille, le droit à tout. Mais c'est précisément cet ensemble dévorant, j'exagère, cet ensemble, disons, excessivement englobant qui est problématique lorsqu'il est posé sous l'angle des droits. Et moi, je n'ai, dans ma vie de médecin humanitaire, qui m'a donné l'occasion d'être au contact de beaucoup de gens dans beaucoup d'endroits du monde, je n'ai pas rencontré ces droits universels. En revanche, j'ai rencontré des sentiments moraux à la fois de compassion, mais aussi de répulsion, comme par exemple l'aversion que l'on éprouve pour l'iniquité, les atteintes à l'intégrité, les atteintes indues à l'intégrité du corps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes plus prosaïques pour une organisation de défense des droits de l'homme? C'est la question de l'emprisonnement arbitraire et de la torture, me semble être des enjeux absolument essentiels du point de vue des droits de l'homme et des enjeux immédiatement universalisables. Parce que partout dans le monde, les gens refusent, et même avec toutes les fibres de leur être, d'être punis pour quelque chose dont ils ne sont pas responsables, d'être violentés, d'être détenus pour des questions de ce type-là. Pour le reste, tout est sujet à discussion, arbitrage, priorité, et si l'humanité est universelle, chaque être humain vit dans une société qui dresse ses propres priorités, qui a ses particularités. Et c'est cette particularité, enfin c'est cette dimension-là, cette dimension particulière des êtres humains vivant en société qui, à mon avis, s'oppose à l'affirmation de l'ensemble de ces droits comme étant universels alors qu'ils sont tributaires de représentations locales. C'est vrai qu'on peut très très bien voir dans les droits de l'homme, à travers la Déclaration universelle et ses dérivés, une table de la loi et un texte sacramentel. Bon, effectivement, qu'après aussi les droits de l'homme servent de politique de rechange, entre guillemets, ou d'idéologie de rechange après l'effondrement du mouvement ouvrier, au sens à la fois de lutte sociale et de mouvement intellectuel. Ça paraît, prendre des thèses de gaucher, on sait où. Ensuite, un texte de loi, effectivement, c'est pas un texte sacré, mais c'est quand même un outil considérable. Le fait de pouvoir se revendiquer du droit, d'engagement pris par les États, engagement pour certains contraignants quand on passe soit des protocoles à caractère régional, donc au niveau de l'Organisation des États américains, au niveau du Conseil de l'Europe, au niveau de l'OUA, soit qu'on passe aux textes à vocation universelle que sont les deux pactes, et puis après des textes plus spécifiques sur des disparitions, sur la torture, etc. C'est quand même de beaux outils juridiques. Et ça permet de dire aux États, attendez, c'est vous qui vous êtes engagés, donc à partir du moment où vous êtes engagés, vous devez respecter, et ça a également, me semble-t-il, l'immense mérite
d'instituer, de permettre, de faciliter l'exercice d'un regard international. C'est une pratique dont j'ai horreur. Je ne prends pas un point de vue relativiste disant tout est bien pourvu que ce soit accepté par la société. Tout est acceptable a priori avant examen ultérieur. Simplement, je pense que nous n'avons pas la même distance vis-à-vis de ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable selon, précisément, le lieu où on se trouve. Et par exemple, si cette pratique me semble tout à fait inacceptable, et si je le dis sans aucune gêne, lorsqu'on me pose la question, je suis en Égypte ou au Mali, naturellement, je le dis, je n'ai pas du tout l'idée qu'il faut préserver, comme dans un musée, des objets fragiles. Simplement, je ne pense pas qu'il me revienne à moi, je ne parle pas ici en termes personnels à ce niveau-là, mais disons en tant que membre d'une organisation humanitaire ou d'un mouvement plus large humanitaire aux droits de l'homme, je ne crois pas qu'il nous revienne à nous, simplement parce que ça me semble être plus inefficace que productif, qu'il nous revienne à nous d'engager des combats pour venir à bout de l'excision. Ce n'est pas dans le registre de l'acceptation ou du refus que ça se pose, mais dans celui des possibilités de transformation de ces pratiques. Par exemple, on peut imaginer que, et on peut constater que certaines formes de mutilation rituelle conservent leur dimension rituelle, mais en devenant de moins en moins mutilantes, en devenant par exemple une blessure purement symbolique et qui laisse éventuellement une petite trace cicatricielle, mais n'est en rien une mutilation. Mais ça, c'est l'effet, par exemple, pour la question de l'excision, de l'action des associations de femmes locales, ou ce qui me permet de retrouver ma dimension sociale, locale, avec ses ensembles particuliers, ses rythmes, ses priorités, et d'éviter d'être en situation de donneur de leçons universelles, ce qui a pour effet principal, généralement, de raidir les gens qui sont l'objet de cet apprentissage supposé et de conforter ceux qui professent ces leçons dans leur rôle de bonne conscience universelle, mais sans aucun effet, sans aucune accroche sur la réalité. Et je pense qu'il faut se garder des formes d'impérialisme moral au nom de l'universalisme, même quand celui-ci semble frapper au coin du bon sens et de la morale.